My name is Sara Acosta from the Quality Learning Ecosystems team here at the UNESCO Institute of Lifelong Learning, and I am very pleased to start this webinar. Today we have a very rich agenda which includes speakers and perspectives that represent policy, practice, and academic points of view from different parts of the world. And we are here today for this important topic, media and information literacy, a fundamental skill set for navigating the everyday, fast-paced digital world we live in. I would like to give the floor to my colleague, Mr. Raúl Valdez Cortera, Chief Program Coordinator of the UNESCO Institute of Lifelong Learning here at Hamburg, to give the opening remarks. Raúl, please, the floor is yours. Thank you very much, Sarah, and good morning, good afternoon, and good evening to everyone joining us from around the world. It's really a big pleasure to welcome you all to today's webinar, From Misinformation to Empowerment, Media and Information Literacy for Adult Educators in the Age of AI. We're here today because we share a common commitment to ensure that literacy remains a foundation of equity, dignity, and lifelong learning at a time when artificial intelligence is reshaping not only how we teach and learn, but also what we mean by literacy itself. Literacy is about more than reading and writing. As the UNESCO recommendation on adult learning and education reminds us, it's a lifelong journey, one that enables people to participate fully in society, at work, and in their communities. In today's digital world, that journey must also include media and information literacy, digital skills, and critical AI literacy. This broader understanding makes adult learning and education more important than ever. It fosters values we urgently need: coexistence, critical dialogue, tolerance, and peace. Yet these values are under pressure, and in an environment shaped by misinformation, deepfakes, and algorithm bias, adult education is no longer just about second chances. It is a cornerstone of resilience and democratic life. Media and information literacy is therefore foundation. Adults play many roles as workers, parents, community members, voters, and lifelong learners. Their ability to evaluate information, question narratives, and understand how algorithms shape what they see directly affects both their own lives and the well-being of their communities. When adults strengthen these skills, they become multipliers of resilience, supporting informed decisions, countering harmful narratives, and fostering dialogue. In many contexts, adult learning spaces are the main places where these competencies can be developed. At the same time, access remains unequal. About a third of the world is still offline, and 739 million youth and adults lack basic literary skills, of which 2/3 are women. The Marrakesh Framework for Action reaffirms that lifelong learning is a human right, and that must include digital inclusion and the skills needed to navigate AI-driven information safely and responsibly. The fifth global report on adult learning and education, GRAIL 5, also reminds us of the essential role of adult learning in fostering democratic citizenship. And yet, while much attention goes to children and youth, adult learners are often overlooked. This gap matters because democracy depends on informed, critically engaged adults. Adult educators are therefore central. They don't just teach skills, they create spaces for reflection, for dialogue, and empowerment. In the age of AI, they help learners ask essential questions. Who created this content? For what purpose?
whose voices are heard, and whose are missing. At UAL, we place educators at the heart of our work. Through initiatives like Curriculum Globeo, Delta, and our self-paced courses, we aim to strengthen their capacities worldwide. And today, I'm especially pleased that together with colleagues from UNESCO's Communication and Information sector, we are launching the Spanish and French version of the course Media and Information Literacy for Adult Educators on the UL Learning Hub. This is a concrete step toward bridging the digital divide and ensuring technology support inclusion, ethics, and human dignity. Let us use this webinar not only to reflect on the challenges of AI and disinformation, but to reaffirm our shared responsibility to move from misinformation to empowerment through lifelong learning. We have a rich discussion ahead, and I look forward to the insights from our distinguished speakers and participants. Thank you very much, and over to you, Sarah. Thanks a lot, Raul, for your inspiring words, highlighting the importance of media and information literacy in the work that UAL is doing, and for laying the ground for what is next to come in this discussion. Now, I would like to invite Ms. Adelaine Hulin, Head of Media and Information Literacy and Digital Competencies Unit at UNESCO headquarters, so she can also give us some welcome remarks. Adelaine, please, the floor is yours. Thank you so much, Sarah. Good afternoon, good morning, everyone, esteemed colleagues, members of the International Media Information Literacy community, distinguished partners, guests. It's really a pleasure to welcome you today as we celebrate this important milestone that is right now the launch of the multilingual version of the self-learning course for adult educators on media information literacy that is now available in English, French, and Spanish. And before anything else, I would really like to express my sincere gratitude to our partners from the UNESCO Institute for Lifelong Learning and to Shanghai Open University for the outstanding collaboration in the development of this important course. Today's launch comes at a very particular moment. We're living through a profound transformation of our information ecosystem. Artificial intelligence is rapidly shaping and reshaping how information is produced, shared, consumed. Digital platforms increasingly influence how each and every one of us learn, participate in public debate, and engage with one another. At the same time, and you've heard it about that just in the previous opening remarks, misinformation, disinformation, online manipulation, harmful content, they continue to spread at an unprecedented scale, and that we can trust, it deepens sometimes polarization, and it does challenge democratic participation worldwide. In this environment, media information literacy is no longer optional. It's essential, and it has been recognized by UNESCO as one of the core priorities. Media information literacy, to remind you, is about equipping each and everyone with various skills, but one of them is the ability to verify information, engage critically online and offline, and make informed decisions in the daily life. So beyond technical skills, it strengthens social cohesion, civic participation, and ultimately the foundation of peaceful and democratic societies. It's true that at UNESCO we've long prioritized young people in our programs on media information literacy because these skills must be taught from an early age. And this is why we support over 40 member states, for instance, in integrated media information literacy in the school curricula and also in changing education policies at the national level. But we know that we need these efforts to go further because disinformation and hate speech, for instance, they do not only target young people, they affect the whole and entire society. And adults are also experiencing changing digital information ecosystem, and very often without sufficient opportunities to develop their critical thinking skills in relation to these environments. And that's why precisely at UNESCO, with the Institute for Lifelong Learning, we've joined efforts in the past several months to develop this self-learning course for adult educators.
Adult educators all over the world are key actors for empowerment. They help learners to build confidence, autonomy, and the skills to participate meaningfully in society. So it means that they strengthen community as a whole. So this course was designed with this ambition in mind, to provide accessible, flexible, practical learning opportunities for educators. Since the launch, because the course was already launched in the past, but only in English, it has demonstrated the strong global demand. Since 24, the course had already 1,200 enrollments. But we've also been really encouraged by the positive feedback that we have received from participants so far. Just one example, a trainer in Kenya described the course as eye-opening in helping educators navigating digital security challenges. Another trainer in Latin America emphasized how the course helped him guide adult learners in understanding how to counter hate speech and engage more critically on social media. These achievements reinforce our conviction that investing in lifelong learning on MIL is both necessary and impactful. And so we see this initiative not as an endpoint, but as a start of a broader global effort to ensure that MIL becomes a universal competency for all people at every stage of life. I'd like to thank you all for your commitment and engagement, and I look forward to today's discussion, to the insights of our distinguished speakers, and to the new ideas that will emerge from this important conversation. Thank you very much. Thank you so much, Adeline, for your words, for sharing with us, specifically highlighting the importance and relevance of the course that we have launched to tackle misinformation, harmful content, the spread of fake news, the emerging of deepfakes and false content based on AI, and how all of this connects with digital citizenship, with democracy, and for active participation in our communities. And you have already mentioned also the impact of this course in our participants so far. And I would like to share a short video so all the participants that are here now can know a little bit more about what is this course before we dive into the discussion. Are you trying to help adults navigate today's complex information landscape? In our fast-moving digital age, where misinformation spreads like wildfire and information integrity is constantly under threat, media and information literacy is more essential than ever. UNESCO Institute for Lifelong Learning, in collaboration with UNESCO's Media and Information Literacy and Digital Competencies Unit, have launched the Media and Information Literacy Manual for Adult Educators, a free self-paced online course. This course gives you the power to develop critical thinking skills in your learners, create safer, more informed online learning environments, stay ahead in the rapidly evolving digital landscape. Following this course, you can inspire the adults of today and tomorrow to distinguish fact from fiction, build resilience against harmful content, and champion informed civic engagement. Take the next step in shaping informed critical thinkers. Register today. This video was a short introduction of the course, and we will have more time to dive a little bit more into the content and to what is the course about and more details later in this discussion. But with no further ado, I would like to give the floor to my colleague Olivier van Boxtel, Project Officer in UNESCO Media and Information Literacy and Digital Competencies Unit, who will moderate the next session and will guide us towards the different panelists' interventions in discussions for the next part of the webinar. So, Olivier, please, over to you. Thank you, Sarah. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. So my name is Olivier van Boxtel, and I work for UNESCO's Media and Information Literacy and Digital Competencies Unit at UNESCO in Paris. Media and Information Literacy, from now on, I'm going to refer to it as MIL. And it is my pleasure to moderate this session, not only because MIL is a priority for UNESCO,
but also because this online course, which UIL and UNESCO launched a couple of months ago, reflects an important commitment, ensuring that MIL reaches all parts of society. And by focusing on adult learners and educators, this is an important step in that direction. So today, to reflect that, we will hear perspectives from policy, research, and practice across different regions and contexts. And the focus, of course, will be how media information literacy can support adult learners and educators in today's digital environment. So as a reminder for those who just joined the webinar is available in English, French, and Spanish. And in fact, we have speakers who will speak in all three languages. So make sure that in Zoom you select the proper language. And also a reminder that after the discussion, we'll have some time for Q&A. So make sure that you post your questions to the Q&A box, and the panelists will be happy to respond to some of them. But to start with, each of the three panelists have prepared a short presentation highlighting their work in the field of media and information literacy. And the first speaker is Mr. Pablo Pages, who's the head of digital citizenship at Ceibal in Uruguay. Pablo works on digital citizenship, artificial intelligence, and media and information literacy initiatives. And he will present to us Uruguay's experience in integrating MIL and AI literacy into education policies. Pablo, I'm giving you the floor for your presentation. Thank you. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos y para todas. Es para nosotros un privilegio, un honor haber sido invitados y convocados para participar de esta actividad, y aprovecho a felicitarles por el lanzamiento del curso tan valioso que han desarrollado. Me toca contar un poco rápidamente lo que venimos haciendo desde Uruguay y desde Ceibal en particular, asociados al tema de la alfabetización mediática. Nosotros consideramos a la alfabetización mediática como un pilar en el sistema democrático. Y eso no es nuevo en la perspectiva que desde Uruguay se asume. Tenemos que recordar que dentro de los educomunicadores estuvo Mario Kaplum, uruguayo, acompañando a Paulo Freire, siendo pioneros en una perspectiva de la educomunicación que da un poco sentido a la perspectiva de la alfabetización mediática. Y por eso también que desde Uruguay acuñamos fuertemente ese sentimiento de que a través de la educomunicación podemos generar mejores sistemas democráticos. C'est pourquoi Ceibal, pour assurer un suivi de cette perspective, a développé des initiatives différentes que je voudrais vous présenter. Et également, il faut commencer en vous expliquant la situation de notre pays. Voici donc le paysage. L'Uruguay a mis en place une convergence de stratégies concernant la citoyenneté et IA, et ensemble, ces stratégies font la promotion d'un environnement et la création d'espaces numériques où il y a des droits respectés, où les utilisateurs peuvent développer non seulement leur savoir-faire, mais leur compréhension de l'autonomisation qui est modifiée tous les jours. De plus, en Uruguay, nous possédons un cadre transverse pour l'apprentissage de l'EMI, quel que soit le niveau d'études ou d'éducation. C'est essentiel car cela oriente vers une politique publique adaptée pour que nous puissions avoir un objectif commun, l'autonomisation des collectifs numériques et des
collectifs d'étudiants, quel que soit l'âge ou l'époque de la vie, et cela a été un effort national excellent qui a été intégré et nous y travaillons encore. Bien sûr, il y a eu quelques difficultés, des obstacles à surmonter, mais de la part de Ceibal, vous êtes nombreux à savoir qu'en Uruguay, cela fait longtemps que nous avons intégré des outils numériques au centre d'éducation. Donc, tous les élèves bénéficient d'outils technologiques pour faire la promotion de l'apprentissage et donc avec du contenu numérique et cela a mené à la développement de plateformes. Actuellement, nous sommes dans une phase où nous considérons que c'est essentiel. Le développement professionnel des enseignants, des formateurs, qui sont le guide des étudiants, quel que soit le moment de leur vie, c'est absolument essentiel qu'ils puissent renforcer leurs bases, ceux qui sont le socle de la pyramide éducative actuelle. Comme nous voyons ici, il y a une recherche pour intégrer la citoyenneté numérique et l'IA, et donc nous avons développé beaucoup d'initiatives qui visent à mettre au sens du scénario l'IA et un contenu de haut niveau pour les éducateurs dans le pays tout entier avec un cadre de référence international pour créer un impact dans une situation où il faut développer la notion de droit. Il faut donc que les personnes savent quels sont leurs droits, et leurs compétences numériques dans ce contexte et qu'ils possèdent les compétences pour les développer eux-mêmes et comprendre la logique qui les sous-tend. Ceibal assure le développement du contenu et de formation en collaboration avec l'UNESCO pour générer des formations pour tous les citoyens. Nous avons créé des formations, notamment concernant l'IA, pour que les éducateurs puissent utiliser ces programmes intégrant l'IA dans leur travail. En Uruguay, il y a un souci. Nous sommes numéro 1 dans notre région et notre perspective est cette position agit en miroir régional, mais au niveau mondial, nous sommes en retard et notre intégration n'est donc pas des meilleures selon les chiffres et les données. Nous sommes assez loin derrière les pays qui ont les meilleurs résultats et c'est un miroir grossissant. C'est pourquoi il y a un monitoring constant de nos résultats et nous participons à des activités externes pour, par exemple, bénéficier d'une documentation de nos activités et pour savoir où sont nos faiblesses, par exemple, comment développer, comment combler le vide dont nous avons parlé, car c'est régional et cela concerne les niveaux de développement. Et donc, c'est un facteur important pour, en tant que système d'éducation, que nous puissions nous intéresser aux communautés les plus vulnérables qui n'ont pas forcément accès à ces connaissances, qui ne peuvent pas forcément identifier des fausses informations, par exemple un faux profil sur les réseaux sociaux ou qu'une source n'a pas été vérifiée correctement. Dans cette perspective, nous avons implémenté, par exemple, une proposition intégrale de méthodologie dans nos centres d'éducation afin de faire la promotion dans des collectifs, l'amélioration des salles de classe avec des propositions pour mettre l'information et la mésinformation au centre des sujets de discussion, développer la pensée critique également. Ces propositions ne sont pas seulement sur le papier,
Mais ces propositions peuvent s'adapter à toutes les échelles au niveau national et pour ce faire, nous bénéficions d'un leadership très fort et nous travaillons sans relâche pour développer des programmes scolaires pour tous les niveaux d'éducation, pour les élèves, pour les étudiants, pour les cadres, pour les éducateurs et plus récemment les citoyens en général au cours de ce voyage portant sur des sujets spécifiques, portant sur la citoyenneté numérique. Nous avons formé plus de 50 000 éducateurs. Nous avons aussi un service de fact-checking qui s'étend dans toute la société avec les médias et la presse qui travaillent avec nous en collaboration rapprochée sur les sujets qu'il nous faut enseigner, par exemple, qui visent les adultes, afin d'identifier les limites entre la vérité et l'apparence de vérité et ce qui est complètement faux. Bien sûr, cela est connecté aux compétences numériques et les IA. Il y a donc un défi très fort pour vérifier la façon dont les apprenants, les enseignants intègrent l'IA avec des critères qui vont de pair, des programmes sur l'IA qui confèrent aux étudiants non seulement une connaissance instrumentale et critique, mais aussi aujourd'hui, nous avons tous ces éducateurs formés qui participent à tous les degrés de l'éducation. 96% des écoles publiques sont concernées. Comme nous voyons ici, il y a les personnes qui sont les moteurs de cette initiative. 96% des écoles d'État en Uruguay ont accès à ce programme sur l'IA et l'EMI relié à la connaissance de la façon dont ils peuvent être autonomes et comprendre ce qu'ils voient selon cette logique. Pour finir, nous avons des propositions d'alliance avec la presse pour vérifier, faire un recoupage d'informations. Et nous avons développé un programme qui s'appelle Reinformados Uno, ainsi que des jeux et des médias dédiés pour des activités de MI qui visent les éducateurs pour adultes. Ce programme et cette initiative a été très bien reçue. Nous allons lancer la deuxième phase la semaine prochaine qui s'intéresse à ces idées d'IA. C'est une vision un peu plus globale que nous avons entre 2026 et 2028 avec des stratégies pour développer les compétences numériques au sein de Ceibal Uruguay pour que cette organisation puisse émettre des propositions globales qui touchent tous les acteurs de la communauté. Par conséquent, je suis prêt à répondre à vos questions et apporter des réponses informées. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation et d'avoir parlé du travail incroyable que vous faites dans le champ de l'EMI. Nous allons revenir vers vous dans peu de temps avec beaucoup de questions concernant votre travail. À présent, nous allons changer de région, donc je vais m'adresser à vous, à français. Qui est fondateur et directeur exécutif de Polaris Association au Sénégal, une organisation qui travaille en particulier sur l'engagement des jeunes, sur la citoyenneté numérique et sur la lutte contre la désinformation. Et le travail de l'association, c'est de rendre l'éducation aux médias et à l'information plus accessible et plus engageante, notamment grâce à la culture, à la technologie et à des approches communautaires. Ousseynou, merci beaucoup d'être parmi nous et je vous donne la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de me joindre à vous. En l'instar de mon prédécesseur, je tenais à remercier l'UNESCO pour cette invitation, mais aussi à la féliciter pour cette initiative qui vient d'être mise en place pour renforcer les capacités des éducateurs qui sont, pour moi,
les principaux acteurs, les acteurs les plus importants euh, dans l'éducation, dans le système éducatif, notamment en Afrique. Nest, slide suivante, merci. Donc, rapidement, je voudrais peut-être vous présenter le travail que nous on fait Polaris Asso. Donc, c'est une organisation de la société civile qui est fondée par des jeunes, dirigée par des jeunes, qui est basée à Dakar, qui déploie ses activités dans quasiment toute la région en Afrique de l'Ouest et au Sahel de manière globale. On rayonne sur une dizaine de pays. Et on travaille essentiellement autour de la question de l'engagement des jeunes à l'ère du numérique. Donc, nous définissons comme une civic tech. Ça veut dire une organisation qui utilise la technologie pour renforcer le pouvoir d'agir, la citoyenneté, le civisme chez les jeunes. Dans un pays comme le Sénégal, où je me trouve actuellement et où nous sommes basés, on a remarqué que les jeunes sont quasi absents des instances de décision, de la vie publique de manière globale. Dans mon pays, on vient de terminer, par exemple, une étude il y a un mois qui démontrait que dans les instances municipales, dans les mairies, on a moins de 6% de jeunes qui sont conseillers municipaux. Ça veut dire sur 100 conseillers municipaux, on en a 6, seulement 6 qui ont moins de 35 ans. Euh, donc, c'est un sujet très important dans notre région et nous, on juge que l'information, la qualité de l'information est la matière première de l'engagement. L'information est là. Et bien sûr, l'éducation. L'éducation est le degré zéro. S'éduquer, c'est le degré zéro de l'engagement citoyen des jeunes, de l'émancipation, de l'autonomisation des jeunes. Et on pense que la matière première de cette éducation et de cet engagement, c'est l'information. Donc, on a tout intérêt à ce que les jeunes évoluent dans un espace médiatique où l'intégrité de l'information est absolument maintenue et on travaille à ce que les jeunes développent leur capacité à développer leur esprit critique et aller vers des sources d'information, aller vers des sources d'information viables. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. On travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit des collectivités, le gouvernement, les institutions internationales. On travaille beaucoup avec des écoles, avec des institutions de formation. Et ce qui différencie notre approche et que nous aussi, on applique dans le champ de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information, c'est qu'on a une hybridation d'approche entre la recherche, donc chercher des évidences, aller sur le terrain pour faire des enquêtes, pour produire des rapports et des policy briefs, utiliser la technologie, ancrer notre travail dans les territoires, mais surtout, et c'est peut-être un des messages sur lesquels je reviendrai régulièrement durant cette intervention courte que j'aurai à faire, c'est que nous, on a conceptualisé et on utilise beaucoup comme méthodologie la culture Gen Z. Ce qu'on appelle la culture Gen Z, c'est un peu cette capacité à nous adapter ou à parler les codes et les formats de la jeunesse. C'est extrêmement important dans un pays comme le nôtre ou dans un continent comme l'Afrique où on a 75% de la population qui ont moins de 35 ans. Donc, il est important que nos interventions et l'intervention des éducateurs, des institutions puissent épouser les formats et les codes de cette jeunesse-là à travers les industries culturelles et créatives, à travers le digital, les outils du numérique, mais aussi à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'edutainment. Next. Le contexte chez nous au niveau de la désinformation, c'est qu'on a, c'est qu'on a une émergence fulgurante des fake news et de la désinformation, euh, multipliée ou amplifiée par l'avènement du digital, de la technologie. On a presque, contrairement à ce qu'on peut penser, on a beaucoup de jeunes qui sont connectés en Afrique. Moi, je me suis rendu il y a 4 ans quand je revenais, il y a 4 5 ans euh, quand je venais de revenir dans mon pays d'origine, le Sénégal. Euh, Parce qu'avant, j'ai fait mes études en France et j'ai travaillé pour Google. Donc, il y a 5 ans, je suis revenu au Sénégal. Je me suis rendu dans des villages où il y avait des abris provisoires. Les abris provisoires en Afrique, c'est des salles de classe improvisées, pas sous forme de murs, mais sous forme de bois et qui peuvent subir les intempéries du temps, des pluies par exemple. Donc, je me suis retrouvé dans des abris provisoires dans un village où les jeunes avaient des smartphones, étaient connectés à Internet. Voilà.
Donc, on a un peu ce paradoxe-là où les jeunes sont très connectés, utilisent les réseaux sociaux et où, dans une enquête que nous avons fait il y a 2 ans avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, on a eu 50% des internautes qui ne vérifiaient pas les informations qu'ils recevaient sur Internet. Et on a une vitesse de propagation de ces fake news-là 3 fois plus importante, mais ça, je ne vous l'apprends pas. On le sait, 3 fois plus importante que les informations avérées. Next. Donc là, ça devient un vrai problème. Et dans notre contexte à nous, où on fait déjà face à de nombreux défis, notamment à des défis sécuritaires, à des défis de polarisation politique aussi. Aujourd'hui, la désinformation dans nos sociétés, ça ne touche pas que les écrans, ça fragilise aussi la cohésion sociale, la participation démocratique et les décisions autour, par exemple, de la santé publique. Et l'IA, avec notamment l'avènement de l'IA génératif, est en train d'amplifier ça. On met entre les mains des jeunes des outils comme l'IA, sans pour autant les former, sans pour autant les sensibiliser et les former notamment à l'éducation aux médias et à l'information. Ce qui va être important pour nous, c'est de se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, il y a très peu d'interventions sur ça, notamment au niveau étatique. Il y a très peu de politiques publiques qui sont axées et qui sont spécifiques dans nos territoires à nous sur l'éducation aux médias et à l'information. Il y a des prémices, il y a des embryons d'ateliers, de discussions, de politiques publiques qui sont en train d'être mises en place, mais on est loin du compte. On est beaucoup en retard, contrairement à certains pays qui ont mis en place des structures, qui ont mis en place des politiques publiques, des cadres législatifs et des institutions qui agissent sur cette question d'éducation aux médias et à l'information. Ce n'est pas que l'État qui est en retard. Dans nos structures sociales de formation, on est aussi en retard, que ce soit les familles avec les éducateurs et les parents qui sont très peu outillés, très peu formés sur ces questions-là. On a fait une enquête il y a aussi 3 ans sur la question de la parentalité à l'ère du numérique. Et on se rendait compte que 84% des parents au Sénégal étaient très peu outillés pour accompagner les jeunes sur les défis du numérique, notamment sur les défis de l'éducation aux médias et à l'information. Euh, et aussi, on a aussi des problématiques dans l'école où la vitesse de transformation, d'avènement d'Internet et la vitesse d'émergence de ces défis-là est allée à une vitesse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que la transformation des curricula, que le changement des curricula dans nos écoles. Next. Alors, nous, on cherche à y répondre de 3 manières. D'abord par la recherche, je l'ai dit tout à l'heure, par la formation, je reviendrai tout à l'heure dessus sur la formation, et par la culture, par ce qu'on appelle la culture Gen Z. Donc, je vais essayer de développer rapidement sur la formation et la culture. Nous, ce qu'on fait en tant qu'association de jeunes et en tant que, en tant que, en tant qu'acteur de la société civile et civic tech, c'est qu'on essaie de faire de l'innovation digitale sur ces questions-là. Autant pour nous, le digital peut être un levier de risque, autant on doit envisager et penser le digital comme un levier, comme une opportunité de réponse à la désinformation, comme une opportunité pour stopper la désinformation. Donc, nous, on constate des solutions technologiques accessibles depuis WhatsApp, où les jeunes ou les éducateurs, depuis le smartphone, peuvent avoir accès à des modules de formation, peuvent se former depuis WhatsApp grâce à l'intelligence artificielle par des agents, par des agents conversationnel boosté à l'intelligence artificielle, à qui on nourrit des curricula de formation sur l'éducation aux médias et à l'information, les gens peuvent se former. Donc, ce sont des solutions qu'on a testées et qui nous ont permis de toucher en l'espace de très peu de jours des milliers et des milliers de personnes. Donc, euh, cette technologie et cette innovation permet d'ouvrir un tunnel de conversion, un tunnel de formation, un parcours de formation qui va plus loin ensuite, qui peut aboutir sur des bootcamps où les éducateurs ont un rôle extrêmement important à jouer sur des bootcamps, sur des certifications pour former en présentiel dans les écoles, dans les lycées, dans les espaces de jeunesse, dans des incubateurs, les jeunes sur ces questions d'éducation aux médias et à l'information. Et par là même, on adopte une certaine manière de faire, une certaine approche, notamment par la culture Gen Z dont je parlais tout à l'heure, où les jeunes se retrouvent sur ces modalités de formation-là, hybrides, online et offline,
qui utilisent la technologie, qui utilisent leurs outils du quotidien, qui utilisent leur code et leur format à travers des chatbots, à travers des conversations en ligne pour se former et pour acquérir des compétences Nest. Et notre travail avec les éducateurs repose essentiellement sur ça, sur cette capacité à leur apporter des approches innovantes, des approches qui s'inspirent de ce que nous, on appelle la culture Gen Z, sur des approches numériques, sur des approches qui vont aussi nous permettre de travailler avec des acteurs comme des influenceurs, par exemple. Je sais que l'UNESCO a fait un rapport extrêmement important sur ça, où deux tiers des influenceurs ne vérifiaient pas forcément leurs sources, mais avaient énormément ce besoin-là. Les influenceurs aujourd'hui sont des acteurs qui développent beaucoup d'audience, parfois beaucoup plus que les hommes politiques, beaucoup plus que nos éducateurs traditionnels. Donc ça nous permet aussi de faire de l'éducation informelle d'une autre manière et peut-être non institutionnelle, en travaillant, en renforçant non seulement les capacités des influenceurs, mais aussi en collaborant avec les influenceurs dans l'espace numérique pour faire des vidéos, faire des campagnes de sensibilisation sur l'éducation aux médias et à l'information. Et à travers ces campagnes-là, capter des jeunes et les embarquer dans des parcours de formation bien plus approfondis qui vont leur permettre de développer des compétences qui vont être ancrées. Ce qu'on fait aussi dans certaines écoles au Sénégal, c'est l'approche peer-to-peer, c'est l'approche par les pairs. On s'est rendu compte que sur ces nouveaux sujets, il est plus, il est aujourd'hui plus important de développer ce qu'on appelle une communauté éducative. Que peut-être que sur ces sujets nouveaux, sur ces sujets du numérique, sur ces fléaux qui sont en pleine mutation, qui se transforment quotidiennement. La désinformation d'aujourd'hui ne sera pas la désinformation de demain, ne sera pas la désinformation d'après-demain, parce que les outils se transforment, les outils changent, les outils évoluent. Il est aujourd'hui plus que jamais important d'évoluer en communauté éducative, que les éducateurs sachent collaborer avec les associations, avec les influenceurs et parfois avec les jeunes. Il faut que le jeune ne soit plus que bénéficiaire de la formation, mais soit acteur. Et dans certaines écoles, c'est ce que nous avons expérimenté. Nous avons expérimenté le système des médiateurs, où ce sont des jeunes eux-mêmes qui deviennent médiateurs, qui alertent sur des questions de fake news, de désinformation ou de violence en ligne dans l'école, et qui sont capables eux-mêmes d'alerter l'administration, d'alerter les dirigeants associatifs si on est dans une association éducative, et qui sont capables eux-mêmes d'aller plus loin, d'apporter les réponses sur ces questions-là, parce qu'eux-mêmes comprennent mieux le mindset, comprennent mieux les dynamiques d'évolution de ces dynamiques-là. Et enfin, ce par quoi je vais terminer, c'est aussi, on travaille à l'échelle internationale à constituer aussi des cadres d'échange de bonnes pratiques sur ces questions-là avec le RFMI, le, le réseau francophone d'éducation aux médias et à l'information, au sein duquel on a le CLEMI, qui est basé en France et qui est un des acteurs institutionnels qui travaille sur l'éducation aux médias et à l'information et qui, pour nous, est un très bon modèle aussi, membre du réseau RFMI, sur ces questions de politique publique d'accompagnement, des politiques publiques et éducatives d'accompagnement des éducateurs sur ces questions-là. Nest, je pense que ma présentation est finie. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup aussi, nous, pour cette présentation du travail que vous faites au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. J'ai mentionné dans mon introduction qu'à l'UNESCO, la priorité, c'était de faire en sorte que l'éducation aux médias et à l'information devienne une réalité pour toute la société. Et le travail que vous faites contribue grandement à cet objectif, notamment en vous adressant à une large catégorie de bénéficiaires. Donc, félicitations pour votre travail. Et évidemment, dans quelques minutes, on reviendra vers vous et on fera un lien avec la question de l'éducation des adultes. Merci. But for now, we're going to move to our third speaker, Maintenant, Dr. Marit Diakola, troisième who is the co-director intervenant, of Nordicom at the University of Marit Gothenburg, Diakola, also an associate professor at co-directrice Academic Nordicom, Médias Nordiques et Marit's professeure research focusing associée on à l'Université de journalism, Gothenburg, journalism qui va nous education, parler artificial intelligence, and des data journalistes information de ecosystem in general. l'IA et Marit, thank you so la much for connaissance joining us today. numérique I et know de that l'information it en is going to be général. very Je positive, and sais we are really que looking forward vous avez to une the floor. présentation très spécifique et donc c'est à vous. Thank you very much. Merci beaucoup. And
Et merci pour l'invitation à cet événement multiculturel et multilinguiste. Je suis ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui. Et oui, comme Olivier a dit, mon sujet d'aujourd'hui est très spécifique parce que en partant de mon travail en continu, qui est une des branches importantes, l'éducation à l'information et l'alphabétisation de l'information, j'aimerais mettre en exergue le travail qui se focalise sur un type de médias et d'information au sein de l'EMI, parce que typiquement, on parle de l'EMI à un niveau très général, mais quand on parle de la connaissance des médias et l'éducation de la connaissance des médias, on se recentre souvent sur l'analyse des messages qui positionnent les apprenants et qui les enferment dans un rôle de ceux qui reçoivent des messages et non pas producteurs de messages. Et même lorsque l'on parle de production, on parle souvent des utilisations de différents outils numériques. Par conséquent, je crois que pour être mieux préparé également à l'enseignement de l'alphabétisation IA, il faut penser aux pédagogies de production et c'est précisément un de mes projets en continu. Voici un livre qui sera publié prochainement en juillet. Journaliste en tant qu'éducateur des médias qui parle du rôle des journalistes et des professionnels de l'info dans l'écologie des médias et comment eux, en collaboration avec les autres, par exemple les éducateurs pour adultes, dans des espaces informels peuvent contribuer à augmenter la connaissance de la communication de masse démocratique, y compris le journalisme. Précédemment, j'ai aussi écrit sur l'IA et les pratiques culturelles numériques et donc me recentrer sur l'éducation des informations est une façon de combiner ces branches différentes. Et je pense que tout le monde aura remarqué qu'il y a une distance grandissante dans le journalisme, surtout entre les jeunes, mais également les groupes d'adultes qui ont moins de confiance, qui ont une relation de scepticisme envers le journalisme qui a été traditionnellement vu comme une pierre de touche de la démocratie, car nous sommes dans une situation actuellement où il y a aussi un besoin grandissant de dédier une éducation ciblée et directe en ce qui concerne l'EMI. Il y a beaucoup de groupes de jeunes, mais aussi de personnes plus âgées qui disent que l'actualité crée un sentiment d'impuissance parmi eux, que l'actualité ne leur parle pas directement, que cela mène à des disputes toxiques ou à des discussions de plus en plus polarisées et que l'actualité est difficile à suivre. Dans les années 90, la discussion était assez similaire. Les centres médiatiques ont toujours été inquiétés quant aux générations futures. Dans les années 90, de nombreux journaux ont mis en place des espaces physiques où ils ont invité des groupes d'apprenants, surtout des jeunes, des écoliers. Donc, des groupes scolaires ont visité ces espaces et ils ont même construit des centres de formation physique où des écoliers pouvaient faire des expériences et tenter de devenir des journalistes. Aujourd'hui, il existe toujours des programmes d'éducation face à l'actualité, comme ceux que vous voyez à l'écran, mais de nombreux d'entre eux, nombreux de ces programmes gérés par des grands groupes médiatiques ne sont pas accessibles de façon physique, mais sont
basés en ligne avec des concours, par exemple, où font partie de l'apprentissage à l'école. Les apprenants peuvent participer à des jeux, des quiz ou faire un travail où on les encourage à distinguer des fake news de l'actualité authentique et ainsi de suite. Il y a quand même un même rôle d'arrière-plan qui est commun. Bien sûr, il y a de plus en plus de possibilités pour publier et devenir producteur d'informations. Beaucoup de plateformes, par exemple, d'écoliers en matière de journalisme, où les écoliers peuvent publier des articles gratuitement, donc non seulement pour des enfants et des jeunes, mais aussi pour les apprenants adultes. Il y a aussi des possibilités de créer des espaces de presse pop-up temporaires, des espaces pour s'engager dans le journalisme. Voici des exemples de newsletters et d'initiatives où cette plateforme a été fournie, par exemple dans les pays nordiques, d'où moi je viens personnellement. Dans chaque pays, il y a une plateforme nationale qui s'étend dans tout le pays pour les écoles. Par exemple en Suède, Mobile Stories, qui est une plateforme pour le journalisme de jeunes citoyens, où les écoliers peuvent créer des articles, mais cela pourrait également être utilisé pour tout autre groupe d'apprenants. C'est juste plus généralement répandu dans les écoles. Il y a également de plus en plus de possibilités à l'époque de l'IA pour établir, créer des journaux, des magazines en ligne. On peut le faire seul en utilisant WordPress avec l'aide d'une IA. Donc, il y a de plus en plus de possibilités. L'éducation dans la connaissance de l'actualité se place dans un continuum entre le journalisme et la pratique institutionnelle et professionnelle et l'éducation de façon générale, qui peut se déployer dans plein de contextes différents, formels, informels, semi-formels. Et la question centrale en tant qu'éducateur dans les médias, c'est comment intégrer la composante EMI dans la structure d'éducation générale et sous la forme de la connaissance de l'actualité et le journalisme. C'est fortement différencié des autres formes d'éducation et les études de journalisme. C'est-à-dire que dans l'éducation de la connaissance du journalisme, il n'y a pas de revendication de professionnalisme. L'idée et l'objectif n'est pas d'éduquer les professionnels de demain en premier lieu, mais d'augmenter la connaissance générale pour tous les citoyens parmi des apprenants différents et surtout à travers la production médiatique. Et nous n'avons pas encore créé un vocabulaire distingué pour décrire ces initiatives amatrices, pédagogiques, didactiques. On peut parler de journalisme communautaire peut-être, ou de journalisme d'étudiants, journalisme de campus, journalisme anthropologique et ainsi de suite. J'ai commencé moi-même à utiliser le mot pour décrire cet espace en tant que journalisme pédagogique, cette forme d'éducation EMI voit le journalisme et l'actualité en tant qu'objectif et objet d'éducation. Mais Melissa Tolley a une définition que je reprends. Donc, c'est la connaissance du processus personnel et social à travers lequel l'actualité et le journalisme est produit, distribué et consommé, et les compétences qui permettent aux utilisateurs un contrôle sur ces processus. Ça, c'est les bases. Moi, j'utilise ce terme pour parler de tous les genres et toute la versatilité qui tombe sous le journalisme et pas seulement les informations et l'actualité, un genre du journalisme. Mais comme nous le voyons, cette définition est typique du positionnement qui est
situé en tant qu'analyseur et quelqu'un qui se situe en dehors du journalisme, alors que le journalisme se passe à un autre niveau. Il y a donc une césure entre la pratique journalistique et la formation, l'acquisition de connaissances grâce au journalisme et ceux qui reçoivent ces informations en tant qu'apprenants. Pour rapprocher tout cela de la production, je parle d'apprentissage grâce à la production de contenu généré où les participants deviennent conscients de la façon dont le journalisme et les messages publics sont édités et comment ils circulent. C'est notre objectif principal. Et je dirais que lorsque l'on est journaliste, on n'apprend pas seulement au sujet du journalisme, c'est peut-être même pas le premier objectif dans de nombreux cas, mais on apprend en fait de plus en plus au sujet du monde dans son ensemble et on en apprend plus au sujet de soi-même. Et je crois que c'est le point le plus important à faire, bien sûr, en utilisant le journalisme comme méthode de documentation et de partage de connaissances. Il faut comprendre la substance, le sujet qui peut être très spécialisé, par exemple, si vous parlez d'un sujet industriel ou l'artisanat local ou encore un hobby, une culture spécifique, on apprend les détails. Et si on organise des interviews avec des experts, on en apprend beaucoup. Il faut aussi savoir mettre des questions pertinentes en ligne et aussi adopter un certain ensemble de connaissances avant de formuler ces questions envers les experts. Donc, ce sont les actifs de la production. On s'immerge dans un mécanisme où le journalisme devient assez transparent, quasiment invisible et en fait, vous êtes en contact avec vous-même et en contact avec les autres. Ce qui distingue le journalisme de la production médiatique, c'est que l'on parle souvent de production médiatique, de storytelling, d'établir des événements narratifs. En ce qui concerne les non-professionnels, le journalisme a ses propres règles, c'est quelque chose de systématique, c'est une idéologie, une façon de produire des connaissances. Le suffixe isme dans ce concept nous en dit beaucoup. C'est une idéologie d'actualité, un système de production de connaissances et nous avons beaucoup de termes et de genres spécifiques. Il faut les comprendre, il faut les distinguer les uns des autres et donc cela joue un rôle absolument central. Lorsqu'on est journaliste, pour moi, on peut distinguer trois formes de processus. Donner une voix, premier exemple. La vocalisation, donc, c'est un exemple ici en photo du salle de presse pour jeunes basé dans un centre de jeunes municipal, Helsinki, en Finlande. Et ce n'est pas seulement une salle de presse de base où des jeunes, les apprenants, font semblant d'être des journalistes. Ils sont vraiment des journalistes. C'est une collaboration établie qui a été lancée depuis 2006 avec des médias professionnels de façon à ce que tous les éléments, tout ce qui est fait par ces jeunes apprenants est publié dans les médias de masse où ils peuvent atteindre beaucoup de personnes et avoir un vrai impact. La production est clairement centrée sur les jeunes. Les jeunes sont le moteur de cette production. C'est eux qui décident des sujets et ils viennent avec leur voix dans la sphère publique et ils remettent en question, ils contestent aussi le choix de sujets fait par les adultes, ce qui a été accompli par exemple avec des groupes vulnérables comme les migrants qui ont également amené et capté une voix qui est normalement sous-représentée et parfois même réduite au silence. Donc la vocalisation, ensuite faire le pont.
faire le pont, donc c'est quelque chose, c'est aussi une très bonne façon de connecter des mondes et de rassembler, de mettre en avant des nouvelles analyses. Un de mes exemples préférés, c'est l'initiative Foxfire en Géorgie, qui a été lancée dans les années 60, un magazine lancé en 1966, qui a été organisé par des étudiants du journalisme culturel, c'était le nom officiel, mais pour moi c'était plus anthropologique, car ces lycéens qui y ont participé ont interviewé des personnes âgées dans des communautés des Appalaches aux États-Unis et ont documenté leurs connaissances, leur artisanat, leurs souvenirs, leur expérience de générations précédentes qui avaient une vie simple et les sujets pouvaient aller de la fabrication de savon à la guérison par la foi et plein d'autres traditions, tout ce qui se trouvait dans leurs expériences. Et donc les lycéens écrivaient, faisaient des reportages et donc on utilisait cela pour l'antipolarisation, pour la connaissance entre générations et le renforcement des connexions urbaines et rurales et aussi pour un dialogue interreligieux. Ensuite, troisième processus qui arrive toujours, c'est le rassemblement, l'unification. La communauté en tant que telle devient plus visible, plus cohérente. Et lorsque les membres trouvent leur voix, ils deviennent plus forts de façon interne également, quel que soit le produit final, qui, dans ces formes de production pédagogique, qui peut être parfois assez amateur, c'est pas très grave. Le plus important, c'est le renforcement d'une communauté où on commence à parler des valeurs, des idéologies et des concepts qui sont pertinents pour cette communauté. Marit, I'm so sorry to interrupt you. Donc, Marit, désolé de vous interrompre, c'est Olivier, mais il faut que je fasse attention au temps. Il ne nous reste pas énormément de temps pour la session questions-réponses. Bien sûr, nous allons revisiter ce sujet, mais pour faire avancer la conversation, j'ai une question pour Ousseynou. Avec les jeunes, et tu nous as expliqué à quel point en Afrique de l'Ouest c'était particulièrement important parce que les jeunes constituaient une partie importante de la société. Est-ce que tu peux nous dire comment, puisqu'on parle aujourd'hui d'un cours pour les éducateurs d'adultes, est-ce que vous avez déjà à Polaris travaillé avec les éducateurs d'adultes? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des différences quand on travaille avec des éducateurs d'adultes ou des éducateurs d'enfants et quelles sont ces principales différences? Merci Olivier. Effectivement, on travaille avec des éducateurs de manière large qui ont des publics très diversifiés et à qui on donne des capacités pour aller à leur tour donner des capacités à leur public. Donc, il y a des différences fondamentales, tout comme il y a des points de similitude aussi. C'est ce qu'on peut appeler parfois des points de contagion, si je peux le dire ainsi. On a de plus en plus des habitudes de consommation, des habitudes d'apprentissage euh, qu'on a l'habitude de voir chez les jeunes, qu'on voit aussi chez les seniors, de plus en plus, chez les personnes adultes. Si je prends, qui aujourd'hui sont aussi sur TikTok, vivent aussi à leur manière l'ère du numérique, sont aussi sur les réseaux sociaux et, et développent ces mêmes pratiques-là. La première chose, peut-être, la première différence qu'on peut observer entre ces deux publics, c'est au niveau de comment ils s'approprient les contenus qu'on leur donne. Le jeune va plutôt avoir une primauté sur la forme, sur comment tu lui donnes le contenu. Est-ce que tu lui donnes le contenu par le jeu? Est-ce que tu lui donnes le contenu par le théâtre, par les arts, par les industries culturelles et créatives? Est-ce que tu lui donnes le contenu par le digital, à travers le canal digital? Alors que les publics adultes vont plus insister, pas sur la forme, mais sur le fond, sur notamment la connexion expérientielle
qu'il peut y avoir entre la compétence que tu leur donnes et leur parcours et leur vécu à eux en termes d'expérience. Donc, avec les adultes, il y a plus de connexion expérientielle qu'avec des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience d'ailleurs. Ça tombe bien. Donc la question, là où aussi, ce qu'on va aussi observer, c'est que les jeunes, souvent, ont une vision, disons, globaliste et mondialiste des jeunes, parce qu'ils sont nés à l'ère du digital, Ouais. ils sont nés à l'ère des réseaux sociaux. Euh, ils peuvent facilement comprendre des expériences ou des exemples qui sont, ou des démarches qui sont nées ou qui sont pratiquées à des milliers de kilomètres de leur territoire. Ce qui n'est pas le cas pour un adulte. Un adulte qui est très fortement ancré sur son territoire, qui veut des exemples locaux, qui veut des expériences vécues localement. Et donc, il y a un gros sujet d'adaptation, de localisation, ce qu'on appelle nous la localisation du contenu, que ça fasse écho à ça. Et enfin aussi, sur ce qu'on peut remarquer de plus en plus, avec dans nos contextes un taux d'alphabétisation qui est plus ou moins important, et notamment chez les seniors. Donc, c'est aussi et qui vient rejoindre un peu la question de la localisation, c'est aussi la question de la langue qui est extrêmement importante. Chez les adultes, on va plutôt avoir aujourd'hui une prégnance, des langues locales qui résistent, des pratiques, et voire même dans les langues locales, dans mon pays, on va peut-être parler du Wolof, mais même au-delà du Wolof, on va vouloir aller sur des langues vraiment, vraiment locales. Le Wolof, c'est un peu la langue nationale au Sénégal, mais on va vraiment vouloir parler du Peul pour parler CLR, donc il va vraiment y avoir ce croisement-là Ouais. entre l'expérience, Merci pour les cette langues. distinction. C'est intéressant de C'est voir ça. les différentes approches quand on travaille avec les jeunes et les adultes. And just, I have a quick question for Pablo, reflecting on that. Donc, Pablo, j'ai you une mentioned question that pour Pablo the idea is à ce the niveau. focus is to move Vous avez from dit que using technology vous voulez to vous déplacer de questioning l'utilisation de technology. la And technologie perhaps you à can la give us remise en question one de la concrete example technologie. of what it means Pouvez-vous nous for donner un adults, exemple educators, to concret de really ce que how they cela move from signifie pour les simply using éducateurs technology to pour questioning it? adultes? Comment aller de l'utilisation à la remise en question de la technologie? Pablo, do you want to answer this question? Hola. Hola, bien. Pablo, est-ce Perdón, que vous perdón, pouvez perdón, répondre? no había escuchado. Me sentí invitado a contestar, pero no había escuchado que era específicamente Je para mí. suis vraiment désolée, Bueno, j'avais pas remarqué que la en question el était pour taller, moi en spécifiquement, mais je el peux vous portfolio, répondre. Donc, lo importante es la dans práctica y el la acompañamiento. livraison des programmes, la pertinence, Es c'est la clave pratique et que los docentes l'accompagnement. puedan Pour nous, llevar il est adelante essentiel iniciativas que expongan pour a los les estudiantes éducations pour tanto a la adultes qu'ils mettent en place producción des y la initiatives qui validación de exposent les información y apprenants la non seulement à la validación de los production, contenidos. mais aussi la No validation hay, du no hay, contenu. no hay recetas. Yo vi que Il n'y a consultaban pas de ahí recette en el miracle, chat de preguntas y respuestas mais j'ai remarqué, acerca notamment dans de la lo que uno session busca, ¿no? questions-réponses, Enfoques también tuyos sobre el que enfoque les que sirva apprenants para mettent en question orientar les méthodologies, parte les de composantes la práctica qui educativa. fonctionnent Y pour ahí mieux les creo que orienter et donner me des gustaría que consignes usted de te des una pratique visión más éducationnelle. integral, es un poco Par lo que conséquent, vengo je escuchando pense de fermement Sharon, qu'il faut digamos, une vision plus en globale. Uruguay, On a parlé que los du docentes tengan développement en parte de Uruguay las pour pistas les hechas, éducateurs ¿no? O sea, d'adultes afin predefinidas y qu'ils lo puissent local avoir des y lo indices afin de contextualizado prédéfinir des emerja chemins como pour que aditamento, le ¿no? local Si et yo que quiero le trabajar contexte puisse en esas émerger. campañas de Donc quelque chose desinformación, d'additionnel, par puedo exemple, generar si je veux una propuesta travailler, m'engager central dans une a la campagne cual contre la incorporar los mésinformation, je peux locales générer une proposition de forma focalisée intencionada où por je parte peux de los ajouter docentes du y que contenu eso central de integre o façon involucre intentionnelle a los grâce aux estudiantes. éducateurs pour Entendiendo adultes afin d'intégrer et faire profesionalismo es évoluer un la territorio mentalité des pequeño, étudiants. hay una Et gran donc, disparidad l'Uruguay est un territorial petit en lo que son pays. Il y a las une áreas énorme de disparité frontera con las áreas del territoriale centro del país, concernant les la parte más frontières de la et metrópoli y la la partie centrale capitalidad. du pays Eso implica realidades et socioculturales la muy, métropole, muy la capitale diferentes. Y bueno, Montevideo. Donc, como bien decía cela fait quien qu'il y estuvo a des antes scénarios que yo, structurels très muchas de estas différents. cuestiones Comme nous avons idiomáticas, dit que en el caso par le de représentant du México Sénégal,
la partie linguistique. Donc, en Uruguay, nous n'avons pas de fracture linguistique, mais je peux affirmer qu'il est essentiel de bénéficier de propositions. Ah, on ne vous entend plus. Donc, nous avons des propositions ouvertes d'intégration. Et vraiment pour impliquer les étudiants là où ils vivent spécifiquement dans ce contact avec les territoires physiques et numériques. Par exemple, ces étudiants sont sur TikTok, sur Instagram, et c'est à l'intérieur de ces scénarios qu'on peut analyser l'information qui s'y rend et que ce soit un espace pour les éducateurs, pour que les éducateurs quittent la presse et des espaces formels et qu'ils s'intéressent à l'information qui est directement consommée par les étudiants et qui pourra servir de référence demain pour leur positionnement politique. Et donc, cela concerne directement ce qu'ils voient sur Instagram, sur TikTok, sur nous. Il est essentiel d'utiliser ces plateformes et de les mettre au centre de nos recherches et de notre information pour vraiment analyser avec ces jeunes et non pas s'opposer à eux. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, il ne reste plus qu'un quart d'heure et il nous reste des informations à vous montrer. Marit, je suis vraiment désolée de vous avoir coupé la parole, mais il faut vraiment s'assurer de tout finir au bon moment. Marit, si vous avez le temps, ou peut-être je vais juste vous poser une question qui est liée au sujet. Donc, il y a un déclin dans le capital confiance du public envers les médias. Comment pensez-vous que l'EMI puisse restaurer cette confiance qui est essentielle? Je crois que l'idée de la production d'informations et de journalisme avec des activités générées par les apprenants s'attaque à ce problème de front, donc restaurer la confiance. Quand les gens sont journalistes eux-mêmes, ils peuvent mieux comprendre la démarche institutionnelle et le produit professionnel et comprendre comment ils ont été construits. Donc, je crois que, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, quelque peu oublier le monde numérique partagé de l'individu, mais au contraire intégrer ces notions à leur monde pour qu'ils puissent développer une nouvelle relation à la technologie, aux institutions, mais de façon autonome sur un sujet qui leur parle. Je crois que c'est ça qui produit du vrai changement. Merci, Marit. Sarah, je crois que maintenant, c'est à vous pour nous parler un peu plus de la formation en tant que telle. Oui, donc à présent, ma collègue va partager la présentation. Nous voulions juste résumer notre approche et présenter cette formation dans ses grandes lignes. Et donc, merci à Pablo, Ousseynou et Marit qui ont non seulement partagé leur travail, mais l'importance de la connaissance des médias et de l'information. Donc, au sein de l'UNESCO et de l'UAL, nous avons des intérêts qui convergent. Donc, merci aux panélistes pour leur présentation et leur travail pour garantir que tous les citoyens par le monde puissent penser de façon critique et autonome. Et donc, merci aussi à Sarah et à l'équipe au sein du IL et le travail de développement concernant la formation dont vous allez entendre parler. Nous sommes ravis du feedback, ceux qui ont eu accès à la formation en anglais. Et on veut en entendre autant de votre part pour la formation en français et en espagnol. Merci aux panélistes. Et alors, analyse sur l'intégration des compétences EMI dans l'éducation pour adultes et l'éducation en tant que telle. Et je crois qu'il est très important, je crois que les participants qui sont là aujourd'hui ont aussi trouvé les informations des autres intéressantes. J'aimerais rapidement partager des informations concernant cette formation. Donc, je vais commencer avec une vue d'ensemble.
Cette formation c'est une modalité d'auto-formation, c'est-à-dire que tout le monde peut apprendre de façon indépendante à ce rythme. Il y a 10 heures en tout, mais bien sûr, cela peut changer selon le temps que le participant dédie pour accéder au forum et participer aux activités de la formation. Elle est également disponible en 3 langues. Tout le monde peut s'inscrire. Mes collègues en ce moment sont en train de partager l'information dans le chat avec les liens pour s'inscrire. Il n'y a pas de date de fin, de fermeture de la formation pour l'instant. Cela va s'étendre au moins jusqu'à la fin de l'année, peut-être l'année prochaine. Donc, par conséquent, tous les participants qui nous rejoignent aujourd'hui peuvent accéder à cette formation. Et après avoir complété les modules, tout le monde peut avoir accès à un certificat à télécharger directement de la plateforme qui peut contribuer à la professionnalisation des éducateurs pour adultes. Donc ici, vous voyez les objectifs de cette formation et les compétences concernées. Donc vous voyez que tous les participants pourront expliquer l'importance de l'EMI dans l'éducation pour adultes, évaluer la crédibilité, la fiabilité de sources d'informations, utiliser les réseaux sociaux de façon efficace et comprendre l'impact de l'IA sur l'éducation et la connaissance de l'information, et aussi remettre en question des stéréotypes de genre, faire la promotion d'égalité dans des environnements d'apprentissage en ligne. Donc, ici, on voit aussi un peu plus d'informations sur le contenu de la formation. Donc, on en a un peu parlé, mais ici, comme vous voyez, il y a 8 unités d'apprentissage différentes. On commence avec les bases, une définition de l'EMI pour comprendre comment les réseaux sociaux peuvent être inclus dans des pratiques d'apprentissage et d'enseignement. Ensuite, étape par étape, des sujets plus larges, comment être un citoyen numérique, comment combattre les discours de haine dans les espaces numériques. Nous vérifions également comment s'assurer qu'on est en sécurité en ligne, comment garantir que mon accès au réseau est sécure. Et ensuite, des unités qui concernent l'IA et comment l'IA est maintenant incluse dans les pratiques d'apprentissage et d'enseignement, comment les apprenants produisent du contenu avec l'IA, donc comment naviguer les défis, mais aussi les occasions que cela crée de façon générale pour les contextes et les besoins très variés qui ont été identifiés, dont les panélistes ont parlé, comme la langue, les limitations culturelles et l'accès à Internet en tant que tel. Donc, il faut aussi prendre en compte ces questions. Et pour finir, donc j'ai déjà parlé de l'égalité entre les genres en ligne. Donc, ce sont des environnements où on peut remettre en question les stéréotypes pour créer des espaces plus inclusifs. Et le dernier module, c'est sur comment identifier la désinformation au sein du journalisme et autonomiser les éducateurs pour qu'ils soient responsables, qu'ils soient des consommateurs responsables de médias et pour qu'eux-mêmes puissent transférer ça à leurs apprenants pour les autonomiser à leur tour et qu'ils deviennent des citoyens numériques. Ici, vous voyez le genre d'activité au sein de la formation. Vous voyez un plan concernant chaque unité d'apprentissage. Ensuite, vous pouvez appliquer vos connaissances grâce à des quiz, des activités. Ensuite, réfléchir et se poser des questions, des scénarios et des options en enseignant pour réfléchir, savoir comment vous réagissez, la démarche à suivre. Vous allez bien sûr également petit à petit, vous allez partager les concepts clés et ensuite partager vos réflexions, votre analyse, vos ressources avec d'autres éducateurs du monde entier grâce aux forums différents qui sont compris dans la formation. Et bien sûr, vous allez pouvoir réviser et télécharger le contenu pour y avoir accès dès qu'il y a un besoin.
Ensuite, donc, en complément au contenu, je voulais aussi vous rappeler que cette formation est aussi accessible hors ligne. Vous pouvez y avoir accès sur un téléphone, un portable, et il est décomposé en activités et des petits concepts qui peuvent être utilisés à tout moment, pas par pas, pas tout à la fois. Donc c'est adaptable en ce sens. Il y a aussi plusieurs activités interactives qui rendent l'apprentissage plus amusant. Et comme en Uruguay, où ils ont intégré les jeux à leur formation, leur approche, nous lançons aussi cette formation avec une stratégie de gamification. C'est également une formation qui est pertinente quand on voit comment la société évolue et les besoins des éducateurs pour adultes afin de faire face à cette réalité et fournir une éducation de qualité aux apprenants qui est l'objectif ultime de cette formation. Pour finir, voici juste un exemple de l'apprentissage par les jeux, donc différentes activités de la formation que vous pouvez compléter en gagnant des badges. Par exemple, vous pouvez être expert en connaissance des médias et donc vous pouvez collecter tous les badges différents. Voici un exemple de comment ça se représente en vrai. Et juste pour finir, voici où vous pouvez télécharger la formation. Donc les liens sont dans le chat. C'est très très facile. Il suffit d'accéder au lien. Vous pouvez aussi scanner le code QR. Si vous voulez nous rejoindre immédiatement, vous pouvez non seulement en anglais, mais aussi en français et en espagnol. Je crois qu'il nous reste quelques minutes avant le mot de la fin. Donc, je vais demander à mon collègue de partager le témoignage d'un formateur spécialisé dans l'éducation des adultes qui a participé à la formation en anglais. Donc, si vous pouvez partager le clip de son entretien. Comment voyez-vous l'intégration de cette formation dans des programmes existants au Kenya? Je vois plusieurs chemins d'intégration et tous ceux-là sont en ligne avec notre stratégie nationale d'éducation. Premièrement, on pourrait offrir cette formation en tant que module seul pour les éducateurs pour adultes qui travaillent au sein de diverses institutions, y compris les agences gouvernementales, les ONG et les organisations communautaires. Deuxièmement, des éléments d'information de connaissance des médias et numériques peuvent être infusés dans tous les programmes d'éducation sur adultes. Comme ça, cela pourra créer une compétence transverse. De plus, cette formation serait une composante clé de programmes de formation. Donc, la vidéo s'est arrêtée, qui sont équipés pour s'attaquer aux besoins en EMI depuis la racine. De façon ultime, intégrer l'EMI au Kenya améliorera la pertinence et l'impact de mon programme d'éducation pour adultes en nous assurant que nos apprenants sont équipés face aux demandes du 21e siècle. Après avoir écouté ce témoignage, c'est l'heure des remarques de la fin de ce webinaire. Donc, pour résumer brièvement ce que l'on a appris, ce dont on a parlé aujourd'hui. Premièrement, je tiens à remercier mes collègues au sein de l'UNESCO pour leur soutien et participation aujourd'hui. Et également, j'aimerais remercier chacun de nos intervenants. Merci infiniment d'avoir partagé toutes ces analyses précieuses à ce sujet. Seiba nous a rappelé que l'EMI n'est pas seulement une question technique, mais aussi une question démocratique. Et aujourd'hui, avec la désinformation, ce n'est pas seulement une question de contenu, mais un défi social et démocratique. Il nous a montré que le fact-checking et l'IA sont une partie sociale
intégrale de l'éducation aujourd'hui. Avec un programme qui s'intéresse aux jeunes et aux adultes, mais il faut aussi le travail de la société civile, comme Polaris, par exemple, qui fait un travail très pertinent dans ce domaine, mettant en exergue les approches de pair à pair pour une approche communautaire, mobilisant des médiateurs jeunes et notamment des influenceurs qui peuvent vraiment renforcer cette approche. Et donc, on nous a également rappelé à réfléchir sur ces questions. Marie Giacola a positionné le journalisme et l'a mis au centre, ce qui est très pertinent, ce qui nous a montré la collaboration entre des institutions de presse, des bibliothèques et des écoles afin de renforcer le rôle du journalisme dans la société et combattre la mésinformation pour que nous soyons plus conscients du contenu que nous consommons et que nous lisons tous les jours. Avant de finir, j'aimerais également vous rappeler on ne peut pas parler de MI sans parler d'alphabétisation en tant que telle. Et cette compétence dépasse la lecture et l'écriture et reste au centre de toute alphabétisation. La connaissance des médias, la connaissance numérique, la connaissance des IA. On ne peut pas construire cela si les apprenants n'ont pas des capacités de base de lecture et d'écriture qui sont donc au centre de notre travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des lacunes d'alphabétisation dans beaucoup de pays du monde, surtout concernant les adultes, et c'est également quelque chose de genré. C'est pourquoi autonomiser les éducateurs et livrer cette formation est quelque chose d'important pour nous, car cela nous aide à contribuer à la qualité d'éducation, mais aussi nous intéresser au sujet d'alphabétisation parmi les adultes aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter par mail. Nous allons partager les canaux et j'aimerais aussi vous inviter au prochain webinaire le 24 juin sur l'alphabétisation dans des situations de conflit et de post-conflit. Merci à tous pour votre participation. Merci aux panélistes et je vous invite à une autre session pour partager des analyses concernant l'éducation et le MI. Merci infiniment et bonne journée ou bonne soirée selon l'endroit où vous vous trouvez. Merci infiniment.